Mon père m'appelle. Ma mère est à côté de lui. Je suis sur un grand pont. Par terre, il y a des mains gravées, comme à Hollywood. Vous êtes là, debout, au milieu des inscriptions. À vos pieds, je vois un cœur sur lequel est inscrit Sarah plus G. Vous me regardez et me demandez pardon. Je veux sauter du pont. Je me réveille. Chapitre 5. Talon d'Achille. C'est bizarre. J'ai mal derrière la cheville, au tendon d'Achille. Je viens de faire un saut et je sens une petite douleur insidieuse. Nous sommes le 28 janvier 2002. Avec Stéphane, nous répétons notre programme pour les Jeux olympiques de Salt Lake City. Nous visons une médaille, peut-être même l'or. On s'est préparé comme jamais en écoutant la bande originale de Rocky à fond. On s'est entraîné en France, mais aussi aux États-Unis avec un chorégraphe russe, le meilleur du circuit, Nikolai Morozov. Stéphane en a bavé. Il a dû monter des marches en me tenant dans ses bras, porter des gros troncs d'arbres, enchaîner les pompes. Une préparation physique à la russe, spécialement adaptée au couple. Je suis en mon poids de forme, 43 kilos, et Stéphane aussi. On est prêt, affûté, gonflé à bloc. Depuis 2 semaines, on s'entraîne avec l'équipe de France dans un centre loué par la fédération à 50 km de Salt Lake City, où auront lieu les Jeux. On s'habitue au décalage horaire. Le premier jour, on s'est juste dégourdi les muscles. Hier, on a commencé à sauter. Et aujourd'hui, je sens cette petite douleur. J'ai beau mettre de la glace sur le tendon, ça me lance. J'en parle au médecin de l'équipe de France. Elle est homéopathe, pas du tout spécialisée dans le sport. Elle tâte ma cheville et me dit « Il ne faut pas perdre de temps. Les Jeux ouvrent dans 3 jours. Je peux te faire de la mésothérapie. » J'ai déjà subi des infiltrations dans le dos 2 ans plus tôt lors du trophée Lalique et j'avais gagné la compétition. Je ne me méfie donc pas. Je ne lui demande pas quel produit elle injecte. Elle enfonce sa seringue à une 12aine d'endroits. Le liquide me brûle. Elle me conseille de me reposer 24 heures, ce que je fais. Quand je reviens sur la glace, le lendemain, j'ai toujours un peu mal. Quand je pique la glace avec mon patin à la fin de mes sauts, j'ai une impression bizarre. Mais, dans un patin, comme dans une chaussure de ski, le pied est très soutenu et les sensations atténuées. La musique du French Cancan retentit. Je vais effectuer le premier saut du programme, le double boucle piqué. Je pique avec mon pied gauche, quand soudain, je sens comme un élastique qui pète. La douleur est instantanée, immense. Je hurle, je vois des étoiles et je m'écroule. Je suis allongé et ne peux plus bouger. Le médecin n'est pas là. Le kiné, ami de la fédération, lui aussi, arrive en courant. Il veut me déchausser. Il délace le patin, mais pas jusqu'au bout, et tire. Je hurle de nouveau. C'est insoutenable. Je manque de perdre conscience. On me transporte au vestiaire. Je comprends immédiatement que c'est grave. Je sanglote.
c'est fini, c'est fini. Stéphane crie. Tout ce travail, c'est fini, ce n'est pas possible. Il me suit dans le vestiaire et, fou de colère, se met à tout casser, chaises et autres mobiliers. Abandonné la veille de l'ouverture des Jeux olympiques, on peut difficilement faire pire dans une carrière de sportif. J'ai demandé qu'on appelle ma mère. Je m'effondre au téléphone. Maman, je n'ai plus de tendon. Elle n'y croit pas. C'est une entorse. Mais non, je sens que le tendon forme maintenant une boule au niveau de mon mollet. On attend. C'est très long. Des sportifs viennent me réconforter. Leur chaleur me fait du bien. L'un des pontes de l'équipe s'approche. Je crois que c'est pour me soutenir. Pas tout à fait. Il est certes désolé de ce qui m'arrive, mais il a surtout une demande à exprimer. Des journalistes cherchent à te joindre. Dis-leur que tu as une entorse. Ne leur annonce surtout pas ton retrait des JO avant demain. Ils m'expliquent qu'ils ont besoin du vote de la juge française. Si je déclare que j'abandonne dès aujourd'hui, elle sera écartée du jury. Si je ne le fais que demain, les jeux étant ouverts, elle restera. La présence de cette juge française est cruciale, me dit-il, car elle est censée faire gagner les Russes contre les Canadiens dans ma discipline, couple artistique. Et, en échange, les Lituaniens voteront pour le couple danse français qui a de grandes chances d'obtenir la médaille d'or. J'écoute mon interlocuteur sans même réagir. Je suis sonné. Au bout d'1h30 d'attente, une ambulance arrive enfin et m'emmène à l'hôpital. Sur le brancard, je répète en boucle « Ce n'est pas possible ». Une infirmière me tend un grand nounours en peluche marron que je serre contre moi. Je l'ai gardé. Il est encore à la maison aujourd'hui à Paris. L'IRM confirme la rupture du tendon d'Achille. « Voulez-vous être opéré ici ?» me demande-t-on. Non, je veux rentrer en France. Je sais qu'un professeur, à la Pitié-Salpêtrière, a opéré avec succès Ronaldo, le footballeur. C'est le meilleur, je le veux. Si je veux avoir une chance de refaire du sport, il faut opérer dans les 48 heures pour que le tendon ne remonte pas encore plus haut. Nous avons 4 heures de route pour atteindre l'aéroport, puis un vol de 4 heures et un autre de 8 heures environ. Salt Lake City, c'est l'autre bout du monde. Le sketch continue. La fédération comprend que le porteur du drapeau français atterrit juste avant que je décolle. Ils veulent éviter à tout prix que l'on se croise et qu'on se parle. Du coup, ils me cachent avec mon brancard, dans les toilettes. Le temps de me faire une piqûre d'anticoagulant, et hop, le porte-drapeau est sorti de l'aéroport. Je suis trop sonné pour protester. Mon téléphone sonne. Au journaliste qui m'appelle, je balbutie, comme on me l'a demandé, j'ai une entorse. Stéphane est avec moi dans l'avion. Pour la première fois de notre carrière sportive, nous sommes en business class et l'hôtesse me demande si nous voulons du champagne. Du champagne. Quelle ironie. Nous sommes tellement tristes. On rumine ensemble. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi, maintenant, nous vivons un cauchemar? Mes parents m'attendent à l'arrivée avec mon chien. Je regarde aujourd'hui les photos de l'époque parues dans le Parisien sous le titre « Le rêve olympique brisé de Abitbol Bernardis ». Je suis sur mon fauteuil roulant, poussé par l'accompagnateur, la jambe gauche tendue dans une attelle, ma mère est sur ma droite, elle vient de déposer Cookie sur mes genoux. Et vous, monsieur O, vous marchez sur ma gauche. Ostensiblement protecteur et bienveillant, devant les journalistes qui nous attendent, vous me tenez la main.
À l'hôpital de la Salpêtrière, l'équipe du professeur Saillant m'accueille magnifiquement. J'apprends que le tendon sera un peu plus court une fois recousu, mais que je pourrai patiner de nouveau. Je demande si je vais récupérer à 100% et le professeur répond 98%. Cette réponse ne me satisfait pas. Dans ma tête, j'exclus d'office ces 2%. Une championne patine à 100% et je suis une championne. À mon réveil de l'opération, j'aperçois mon canard en peluche apporté par ma mère et Stéphane qui dort par terre à côté de mon lit. Il restera là plusieurs jours. Il est formidable. Je ne reçois en revanche aucun appel de la part des membres de la fédération. Je n'incarne plus une chance de médaille, je n'existe plus. L'équipe médicale me demande des précisions sur ce qui s'est passé. J'évoque les piqûres de mésothérapie. Ils sont très surpris. Mais on ne fait pas de piqûres dans un tendon d'Achille, encore moins de corticoïdes. Ils me font comprendre que j'étais victime d'une erreur médicale. Je devais avoir une tendinite. Sans piqûre, j'aurais eu mal, mais mon tendon n'aurait pas claqué. J'aurais pu faire les jeux. En comprenant l'erreur, je suis encore plus abattu. Plus tard, j'irai voir la fédération en leur demandant que ce médecin, qui n'était donc pas un médecin du sport, n'accompagne plus l'équipe de France aux Jeux olympiques. Elle a été écartée un temps, j'ai appris qu'elle était revenue. Au bout de 10 jours, je quitte l'hôpital. Alors que nous habitons ensemble dans une petite maison à Pas-Réveil-Poste, près du centre d'entraînement de l'équipe de France, à Orly, nous nous installons chacun chez nos parents. Moi, dans l'appartement parisien près de la patinoire, Stéphane en banlieue. Cela peut paraître étonnant à notre âge, mais la question ne se pose pas pour l'un comme pour l'autre. Dans ce moment de grande fragilité, j'ai besoin d'être cocooné par mes parents. Ma mère est aux petits soins, comme elle l'a toujours été. Je reste la plupart du temps allongé, avec Cookie, mon Yorkshire, sur le ventre. Même quand l'infirmière effectue ses soins, il ne bouge pas. Il sent que je ne vais pas bien et me protège. Les chiens ont toujours été là pour moi. Je regarde les JO à la télé en pleurant toutes les larmes de mon corps. Marina Anissina et Gwendal Pereira remportent la médaille d'or, comme prévu. Lobbying ou pas, ils méritent cette victoire. Avec leur incroyable charisme, ils étaient les meilleurs. Le patinage français ne gagnera pas d'autres médailles aux Jeux cette année-là. Un matin, je reçois un colis par la poste. J'ouvre le paquet et découvre 2 béquilles bleues, blancs, rouges marquées J.O. Salt Lake City. Je me demande qui a pu avoir l'idée de cette blague. Quel manque de tact. Je n'utiliserai jamais ces béquilles qui rejoindront la cave, tout comme le blouson, le bonnet, l'écharpe et toute la panoplie que nous avions reçue pour les Jeux olympiques. La fédération, de son côté, ne se manifeste toujours pas. Ma carrière doit être terminée à leurs yeux. Je ne dois plus être bonne qu'à faire des galas, et encore. Je refuse totalement cette idée. Je veux et je dois revenir au plus haut niveau. Dans ma tête, je calcule le compte à rebours. J'ai 6 mois d'arrêt. On est en février. Je peux essayer de reprendre les entraînements à partir du mois d'août. Les championnats de France commencent 6 mois plus tard, en décembre. Ceux d'Europe sont programmés en février l'année suivante. Le pari est un peu dingue, mais je vais tout faire pour le tenir. J'ai été une battante toute ma vie, je ne me laisserai pas vaincre par ce tendon d'Achille. Je n'ai jamais arrêté le sport depuis l'âge de 5 ans,
Ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Alors, je reprends sans attendre l'entraînement. Tous les matins, je fais mes abdominaux avec ma jambe dans le plâtre. J'ai envie de patiner. Voilà 15 jours que je suis revenu de l'hôpital. J'ai le droit de sortir de chez moi avec mes béquilles, mais c'est bizarre. Je n'y arrive pas. J'ai peur. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens confusément une alerte. Quelque chose m'angoisse, là, au fond de moi. Cette peur de sortir ne me ressemble pas. Je me trouve ridicule de rester enfermé ainsi. Je me raisonne. Je me dis que c'est un contre-coup. Je ne sais pas encore que cette peur signe l'émergence d'un passé que j'ai occulté, qu'elle n'est qu'un des prémices du raz-de-marée à venir. Je n'ose en parler à ma mère. J'appelle à la rescousse ma podologue et amie Marie-Laurence qui accourt. Ne t'inquiète pas, Sarah, on va y aller tranquillement. Le lendemain, je mets mon blouson, je prends mes cannes et on descend dans la rue. Je marche 15 mètres, je n'arrive pas à faire plus. Trop oppressé. Mais c'est déjà ça. Je remonte soulagé en pensant que la peur est passée. Hélas, non. Le lendemain, elle est là. Dès qu'il s'agit de sortir seul, je suis tétanisé. Chaque jour, je trouve des prétextes pour rester à la maison. J'appelle de nouveau Marie-Laurence à l'aide. On fait le tour du quartier ensemble. Je vois que la peur est toujours là. Elle persistera des semaines, des mois, des années. Elle ne m'a plus jamais quitté depuis. Lorsque je retourne à l'hôpital, 2 mois plus tard, pour me faire retirer le plâtre, Stéphane m'accompagne. Le médecin découpe l'enveloppe et je découvre, effaré, un mollet tout maigre. J'ai envie de pleurer. Je regarde Stéphane. Il a les yeux rouges, lui aussi. Ce mollet de moineau pourra-t-il réussir un jour un triple Axel lancé? Nous avons du mal à y croire. L'équipe médicale tente de nous rassurer et me propose de m'envoyer dans un centre de rééducation spécialisé à Cap-Breton, où tous les grands sportifs se font soigner, paraît-il. C'est là que ma rééducation sera la plus efficace, m'assure-t-il. Je devrais accepter, mais cette proposition m'angoisse terriblement. Je comprends qu'en fait j'ai peur de dormir hors de chez moi, dans un endroit que je ne connais pas. Décidément. C'est d'autant plus irrationnel que j'ai passé des paquets de nuits dehors depuis que je suis toute petite, pour les compétitions et les stages. Je ne me comprends pas moi-même. Contre toute logique, je décide de rester à Paris. Mes parents respectent mon choix, mais ils sont du coup obligés de m'emmener presque chaque jour chez un kiné à Vincennes, conseillé par le rhumatologue de la fédération. La rééducation est très dure. Je découvre qu'elle est réputée pour être une des plus longues et douloureuses. Je gagne peu à peu en flexibilité, les orteils d'abord, le pied, la cheville. J'ai une telle rage de vaincre. Avec Stéphane, je retourne à la patinoire. Je surmonte ma peur de sortir parce qu'il vient me chercher chez moi, m'emmène en voiture dans cette patinoire où je m'entraîne depuis que j'ai 12 ans. Pendant les premiers mois de rééducation, je n'ai pas le droit de poser le pied gauche. Pour les porter, je prends appui sur ma jambe droite. C'est évidemment risqué. Si j'atterris une seule fois sur le pied gauche, je fiche ma rééducation en l'air, peut-être même toutes mes chances de patiner. Et puis arrive ce jour où je peux enfin poser le pied gauche. Stéphane me filme. Notre entraîneur russe est sur la glace, lui aussi. Il coach un autre couple.
Il nous regarde à peine et ne nous adresse pas même un mot d'encouragement. Sarouchka, ainsi qu'il m'appelait à l'époque où je comptais à ses yeux, n'existe apparemment plus pour lui. Cette indifférence me choque, mais ne m'abat pas. Je lui prouverai qu'il se trompe. Je vais revenir au meilleur niveau. Je pose un pied sur la glace, puis le second. Je glisse tout doucement en restant sur la jambe droite. On tend des petits portés au sol. Je ne ressens pas de douleur, ma cheville tient. Il me faudra quand même quelques mois et une bonne dose de sophrologie pour refaire ce fichu boucle piqué sans penser au claquage de mon tendon. Ma rééducation a été très réussie. Je peux être contente. Je le suis, en effet, mais je ressens toujours comme une boule de tristesse au fond de moi. Quelque chose cloche. Je ne sais pas. Je n'en parle toujours pas à Stéphane, ni à mes parents, pour leur dire quoi. Je me concentre sur le championnat de France qui se déroule en décembre. Nous avons mis au point un nouveau programme court sur l'air de la Strada et nous avons gardé notre programme libre fétiche, la famille Adams. Nous n'avons pas eu le temps d'en monter un autre. Normalement, 6 mois avant la compétition, les patineurs travaillent 10 heures par jour. Moi, je m'écroule au bout de 2. Le jour de la compétition, juste avant d'entrer sur la glace, Stéphane et moi échangeons un long regard. Le moment est fort. Nous sommes émus, heureux de retrouver cette adrénaline qui nous est si chère. Ce que nous visons est presque impossible. Personne ne croit à notre retour, sauf nous. Nous nous élançons. Mesdames et messieurs, Sarah Abitbol et Stéphane Bernardis. Nous commençons notre programme. Zut, je fais une erreur sur le triple boucle piqué, mais le triple Salchow passe. Le triple Lutz aussi. Pour avoir une chance d'être champion de France, nous devons réussir encore un dernier triple saut. Nous optons avec Stéphane pour un triple Salchow lancé, sans même l'accord de notre entraîneur Stanislav Leonovitch, qui nous avait suggéré le double. C'est un nouveau saut pour moi. Avec un départ pied gauche, le pied malade, je me lance et il passe. Nous sommes satisfaits de notre prestation et nous avons raison. Les notes tombent. Nous sommes champions de France. Sur le podium, nous pleurons notre joie. 6 mois après la rupture du tendon d'Achille, et en n'ayant patiné que 2 heures par jour, nous sommes revenus au plus haut niveau national. Déjà, nous avons en tête l'étape suivante, le championnat d'Europe, en février. Pendant les mois qui suivent, nous nous entraînons avec acharnement. Je n'ai pas le temps de me pencher sur cette angoisse toujours tapie au fond de moi. Je suis porté par l'enjeu. Mon tendon gauche étant dorénavant plus court et plus épais que l'autre, je ne peux plus courir. Le kiné me fait beaucoup de massages MTP, transversal profond, douloureux mais efficace, et me montre des étirements spécifiques. Je ressens quelques douleurs à la malléole interne. Je fais confectionner des semelles spéciales pour pouvoir m'entraîner un minimum. La préparation est très restreinte, mais il faut y croire. Toutes ces années d'entraînement sont encore dans nos jambes. Le jour de la compétition, les sauts et les portées passent. Je réussis le fameux triple Salchow au combiné difficile avec une amplitude extraordinaire. Pendant que je patine, une émotion particulière m'envahit. Quand nous saluons, je suis au bord des larmes.
J'ai cette impression étrange que c'est la fin de ma carrière, que tout va s'effondrer derrière, comme si nous patinions pour la dernière fois. On attend les résultats, les caméras sont braquées sur nous. On aimerait bien être troisième, ce serait déjà extraordinaire. On est deuxième, vice-champion d'Europe. Stéphane et moi tombons dans les bras l'un de l'autre. C'est une de nos plus belles victoires. Je revois tout dans ma tête. L'accident, la rééducation, les entraînements où j'allais en boitant. Quelle revanche sportive. Didier Guélaguet, le président de la fédération, organise un pot d'honneur, nous félicite et ose cette phrase « Je le savais ». Tiens, il avait un peu oublié de nous le dire pendant ces longs mois de silence. Les jours passent. Je devrais flotter sur un petit nuage, mais, étrangement, je me traîne. Je ne trouve pas la motivation pour préparer l'échéance suivante, les championnats du monde à Washington. Je ne peux pas m'entraîner plus de 2 heures à cause de ma douleur à la malléole interne gauche. Mon entraîneur s'inquiète. J'ai du mal à me lever pour les entraînements, ce qui ne me ressemble guère. Mon triple axel ne passe plus. Mon esprit est absent sur la glace, comme détaché du corps. Mon moteur semble coupé, comme lorsque j'hésitais à tout arrêter à 17 ans avant de commencer le couple. Je comprends que, au fond, j'aimerais abandonner les compétitions, déclarer à l'agence France Presse que je passe en professionnel et ne plus faire que des galas. J'en parle à Stéphane, qui s'étrangle. Tu veux arrêter alors qu'on peut devenir champion du monde? Je lui propose alors qu'on fasse appel à Jean-Christophe Simon, le coach que j'ai tant adoré quand j'étais plus jeune et qui est parti à Nice. Lui seul pourra me rassurer. Il n'est pas bon de changer d'entraîneur juste avant un championnat. Cela donne un mauvais signal au juge. En outre, Jean-Christophe ne coache pas de couple, normalement. Stéphane sait tout cela. Il est perplexe. On est vice-champion d'Europe. Ton pied va bien. On est en pleine ascension. Pourquoi as-tu besoin de soutien moral? Je suis bien incapable de lui répondre. Je ne le sais pas moi-même. Jean-Christophe accepte notre requête. Nous multiplions les allers-retours à Nice. Sa présence bienveillante m'aide beaucoup, mais ne suffit pas à stopper ma dégringolade. Ma tête est sans cesse envahie par des flashs de mon enfance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je revois des séquences de ma vie de petite fille à Nantes, quand je m'entraînais avec ma première prof. Ces images m'encombrent et m'empêchent de me concentrer sur glace. En plus, j'ai mal. Pas seulement aux pieds, partout. Mon corps entier est douloureux. C'est étrange. En mars 2003, nous nous installons à Washington quelques jours avant la compétition. Je suis très nerveuse. Mes parents ont prévu de nous rejoindre avant de rendre visite à la famille, à Miami. Je suis tracassée à l'idée de les décevoir, mais leur présence ne suffit pas à me remotiver. Je me sens mal, je saute même des entraînements officiels, ce qui ne se fait pas. Stéphane est inquiet. C'est le jour J. Lors de notre programme court, je commets une grosse erreur et nous terminons 6e. On peut encore se rattraper avec le programme libre, mais sur le 2e saut lancé, ma cheville bloque. J'hésite, j'ai peur de continuer, je m'arrête soudain au milieu de la piste. Sous le regard stupéfait de Stéphane et du public,
Je me dirige vers le fond de la patinoire et je souffle à mon entraîneur. Je ne peux pas continuer. Je suis en crise de panique complète, je ne contrôle rien. Nous allons ensemble voir le juge-arbitre qui me propose de reprendre le programme depuis le début pour qu'on ne soit pas disqualifié. Je décide de le faire pour Stéphane, mais l'esprit n'y est pas. On boucle le programme comme on peut. Je sors de la piste en pleurs. Stéphane est consterné. Nos notes tombent. Nous arrivons 12e. Je suis presque soulagé. C'est fini. Je suis débarrassé de la compétition. Quelques heures plus tard, nous annonçons aux journalistes que nous arrêtons notre carrière amateur et que nous passons professionnels. Nous allons dorénavant faire des galas à travers le monde. J'ai toujours adoré les galas, notamment pour la liberté artistique qu'ils nous donnent quant au choix des musiques, des costumes et des chorégraphies. Et, de fait, nous enchaînons les galas toute l'année qui suit. Nous patinons sur Je suis malade, chanté par Lara Fabian. J'ai réussi à convaincre Stéphane de monter notre numéro dessus, non sans mal. Il trouvait le morceau un peu vieillot. Je n'ai jamais patiné avec plus d'émotion que sur cette musique. Le public ne s'y trompe d'ailleurs pas. Dans toutes les villes où l'on se produit, une bonne cinquantaine, les gens se lèvent et nous ovationnent longuement. Ils pensent que la chanson a été choisie à cause de ma blessure aux Jeux Olympiques. Ils n'imaginent pas que l'écho créé par cette chanson est plus profond. Moi, je le sens. Je suis malade, oui. Mon corps et mon regard le clamaient avant même que mon esprit le sache. Quand je me revois en vidéo, je suis toujours bouleversé. À cette époque, le manager de Holiday on Ice nous propose les 2 rôles principaux d'une tournée intitulée Diamant, Diamant, qui durera 9 mois. Je rêve depuis l'enfance de participer à une tournée de Holiday on Ice. C'est une consécration professionnelle. Tenir le rôle d'un couple amoureux est un peu délicat, en revanche, car Stéphane et moi avons peu de temps auparavant décidé de mettre fin à notre relation. Une fois sortis du rythme très soutenu des compétitions, la question de notre couple s'est vite posée. La glace envahissait notre vie depuis 10 ans. Nous ne savions plus très bien où nous en étions. J'avais envie de construire et d'avancer. Stéphane, lui, ne voulait ni mariage ni enfant. Nous avons décidé, après quelques semaines de réflexion, de rester simples partenaires de glace. L'exercice du couple, dans la vie comme sur les patins, n'est pas facile. Nous sommes séparés, mais restons très proches l'un de l'autre. Nous le sommes d'ailleurs toujours aujourd'hui. Ce qui nous lie est très fort, ce que nous avons vécu est irremplaçable. Quand la tournée Holiday on Ice commence, en septembre 2004, en Allemagne, personne dans la troupe n'est encore au courant de notre séparation. Nous essayons de partager le même camping-car, mais la cohabitation s'avère trop compliquée. Nous choisissons de voyager chacun avec un autre artiste. Étant donné la situation, c'est plus simple. De mon côté, je ne vais pas bien. Je n'ai jamais été aussi mince. Je tiens dans des tuniques taille 12 ans. Je fais souvent des malaises. Je titube de fatigue sur la glace. Ma colocataire, Émilie, devenue une amie précieuse, essaye de me forcer à manger, en vain. Ma mère vient me soutenir quelques jours avec les 2 chiens. Mon père a fait l'aller-retour en voiture pour l'accompagner. Elle veut me faire un peu de tourisme en journée pour me changer les idées, mais depuis ma rupture du tendon d'Achille, je suis toujours pétrifié à l'idée de sortir dans des lieux inconnus. Je reste enfermé dans mon camping-car jusqu'au spectacle du soir. Des idées de suicide
commence à m'envahir. À quoi bon continuer si c'est pour être si malheureuse? Le seul moment où j'ai l'impression de pouvoir respirer, c'est quand je suis sur la glace. Olivier aussi vient me réconforter. Je l'ai rencontré à l'INSEP juste avant de partir en tournée. C'est un champion de ping-pong de 34 ans. Il est doux, attentionné, sensible, un vrai prince charmant. Avec ses cheveux frisés, je trouve qu'il ressemble à Patrick Bruel, dont je suis fan, et que j'avais rencontré après les Jeux Olympiques, d'ailleurs. Il m'avait dit alors qu'il était très ému et que ma blessure l'avait beaucoup touché. Olivier est respectueux et prend le temps de m'apprivoiser. Je n'ai pas connu d'autre amour que Stéphane, je suis un peu timoré. Avant de repartir en France, il me laisse un petit carnet. Quand tu ne te sens pas bien, ouvre-le et lis ce que je t'ai écrit. Tu te sentiras mieux. Il croit que je suis triste à cause de ma rupture récente avec Stéphane. Il est très jaloux de lui et souffre de me voir dans ses bras chaque soir pendant le spectacle. Il est plus profond. Je suis dans une spirale que je ne contrôle plus. Je ne tiens plus sur mes jambes. Avec mes malaises vagos à répétition, patiner devient dangereux. Début novembre, après 2 mois de tournée en Allemagne, je suis obligé d'arrêter. C'est une catastrophe pour la troupe, dont je suis la tête d'affiche. Et pour Stéphane, qui va être obligé de patiner avec une championne allemande qu'il ne connaît pas, sur une nouvelle chorégraphie, je ne suis malheureusement pas capable de prendre un avion ou un train seul. Gentiment, Stéphane me ramène à Paris. Les jours qui suivent, je me cloître dans mon appartement avec mes parents et mes petits chiens qui me réconfortent. Quitter mon refuge m'angoisse terriblement. Marcher jusqu'à la boulangerie du bout de la rue me demande un effort surhumain. Cette peur de sortir, toujours, je prends rendez-vous chez une psychologue à l'INSEP, cours de Vincennes. Ma mère m'y emmène en voiture. Je suis immédiatement en confiance avec cette grande femme brune, fine, douce et empathique, qui va m'accompagner longtemps. Lors de nos séances, je pleure sans discontinuer. J'attribue mon mal-être à la séparation d'avec Stéphane et à l'angoisse de la fin de carrière. Dans le milieu, on appelle cette période la petite mort, parce qu'il s'agit de faire le deuil d'une partie de notre vie entièrement vouée au sport. Je ne cerne pas encore la véritable raison de mon mal-être, qui ne remonte toujours pas à ma conscience. Les semaines passent. La psy s'inquiète de mon état. Sarah, si vous n'allez pas mieux, je vais devoir vous hospitaliser, finit-elle par me dire. Je refuse d'être internée. L'idée m'effleure plus d'une fois d'en finir en avalant des cachets. Je rêve d'une baguette magique qui me rendrait à moi-même. Celle-ci porte un nom, antidépresseur. J'essaie le Prozac, qui ne me réussit pas. Après quelques semaines de yo-yo atroce, je trouve le médicament et la dose qui me permettent de respirer un peu mieux. Séroplex 30 mg avec un comprimé de Lexomil quand l'angoisse reste trop forte. Je n'ai jamais cessé d'en prendre depuis à des doses variables. J'ai tenté plusieurs fois d'arrêter, mais l'angoisse revenait toujours, insupportable. Ce livre et cette prise de parole m'aideront, je l'espère ardemment, à me délivrer enfin de cette servitude. J'ai stoppé Holiday on Ice en Allemagne, mais j'espère reprendre la tournée à Paris en février. En attendant,
J'essaye de me ressourcer. Je vois beaucoup Olivier. On va au cinéma. On discute longuement. Et je tombe peu à peu amoureuse. Il a un joli studio blanc, propre, très mignon, à Saint-Mandé. J'y installe quelques affaires. Il voudrait qu'on habite ensemble. Il ne comprend pas pourquoi je suis aussi négative. Tu es jolie, au sommet de ta carrière, entourée d'amour. Le public se lève pour scander ton nom à tes spectacles. Pourquoi es-tu si triste me demande-t-il souvent. Je vois que tu es joyeuse et, tout à coup, tu bascules. Quelque chose te bloque et t'empêche de vivre, dit-il aussi. Un soir, alors qu'on est l'un contre l'autre, sous la couette, il me lâche. Sarah, il s'est passé quelque chose de grave dans ton enfance. Je le sens. Je peux tout entendre. Dis-moi. Je suis pétrifié, incapable de répondre, comme aspiré dans un grand vide. Il insiste. Je me recroqueville comme un fœtus dans le lit. Il pose la main sur mon épaule. Il faut que ça sorte, Sarah. Une première image me revient soudain. Vous êtes assis sur mon lit. Vous vous penchez sur moi et vous me dites, tu ne trouves pas bizarre que je sois là, assis sur ton lit? Puis, ce sont d'autres souvenirs horribles qui ressurgissent. La Roche-sur-Yon. Je murmure. C'était mon entraîneur. Je venais d'avoir 15 ans et je cours vomir dans les toilettes.